Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue à cette soutenance publique de thèse de doctorat de Raphaël Merki. Vous avez déjà un magnifique exemple de l'organisation de Raphaël, puisqu'il arrive à faire que vous tous soyez à l'heure, à 17h15 ici. C'est absolument extraordinaire. Je pense que le secret, c'était de vous avoir demandé de venir pour 17h. Voilà. Je m'appelle Olivier Schneider, je suis le directeur de thèse de Raphaël pour encore 1 heure à peu près. Et c'est à cause de ça que c'est à moi que revient le devoir et surtout le plaisir de présider cette soutenance. On se trouve ici dans une magnifique salle de l'Université de Lausanne, mais Raphaël a fait sa thèse 200 mètres plus loin dans cette direction, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL, dans le cadre du programme doctoral de physique. Raphaël Merki est de nationalité suisse. Il est né le 24 juin 1986. Comme ça, tout le monde maintenant peut calculer son âge. Mais ce que je vais vous apprendre, c'est que son âge est 2 ans de moins que l'âge moyen des doctorants qui soutiennent leur thèse en physique. Bravo. Raphaël a fait ses études de physique à l'EPFL entre 2005 et 2010, qui se sont terminées par un projet de master au laboratoire de physique des hautes énergies, déjà à l'époque, et son projet de master avait déjà porté sur certains aspects de l'expérience LHCb, à une époque où nous étions en train d'enregistrer les toutes premières données du grand collisionneur hadronique du CERN. Et puis Raphaël a été si bon et si impressionnant qu'on lui a tout de suite offert de faire une thèse chez nous et d'enchaîner donc sur ce travail doctoral. Et exactement 4 années plus tard, le 6 mars 2014, Raphaël a présenté sa thèse et l'a défendue avec succès en face d'un jury qui était composé des personnes suivantes: le professeur Tran Minh Quang de l'EPFL, qui était président du jury, le docteur Urs Langenegger de l'Institut Paul Scherrer à Villingen en Suisse, le docteur Wouter Hulsbergen de NICEF, qui est l'Institut national néerlandais de physique subatomique à Amsterdam, aux Pays-Bas, le docteur Diego Tonelli du CERN, le laboratoire européen pour la physique des particules à Genève, et de moi-même comme directeur de thèse. Je n'ai pas vu, est-ce qu'une de ces personnes est là? Tout le monde, on ne refait pas venir les gens de si loin pour la soutenance publique, mais elle peut avoir lieu de façon tout à fait légale et valable, puisque je suis là pour la présider et que tu es là pour la donner. Voilà. Alors, ce soir, l'exercice que nous faisons tous ici maintenant ensemble, c'est de vivre, si vous voulez, l'ultime étape du parcours académique de Raphaël. Et pour cette ultime étape, Raphaël va nous livrer le meilleur de lui-même et le meilleur des résultats de sa thèse pour notre plaisir, pour votre curiosité. Écoutez bien, prenez des notes parce que je vous donnerai ensuite la parole pour poser des questions. Voilà. Alors, je crois qu'on est prêt pour la présentation. Je te laisse la parole. Alors, bon, l'ordinateur, il s'est impatienté. Mais je crois qu'avec un coup de souris, très voilà. Très bien. J'espère que ma présentation va être à la hauteur de ce qu'a annoncé Olivier avec tous ses docteurs, professeurs et autres. Ça marche aussi. L'exercice qu'on va faire ensemble maintenant, c'est que je vais essayer de vous faire comprendre et de faire vivre avec moi, plus ou moins, avec quelques mois de retard, la recherche et les résultats que j'ai obtenus pendant ces 4 ans.
C'est que dans cette salle, il y a des personnes surtout qui me connaissent, mais pas peut-être suffisamment bien pour avoir suivi de près tout ce que je fais. Donc voilà, aujourd'hui la présentation va s'articuler autour de 4 grands points ici. D'abord, je vais donner une introduction qui correspondrait peut-être plutôt à ce que j'ai fait avant le doctorat, c'est-à-dire comprendre pendant mes études la nature de la matière et de l'énergie. Et ensuite, je vais vous présenter le CERN et la plus grande expérience du CERN, qui est le Grand Collisionneur à Hadron, et puis tout ce qui s'articule autour de ça. Ensuite, on va faire 2 excursions dans mon travail. Le premier va concerner l'alignement logiciel du système de trajectographie à LHCb. Et la deuxième partie, c'est les mesures de masse et de conduit de certaines particules. Vous allez apprendre à les connaître et peut-être à les aimer. Voilà. Aimer peut-être pas, mais... Alors la première question que je pense que vaut la peine de poser, c'est qu'est-ce que la matière? Parce que de façon intuitive, on a tous une idée, parce qu'on la côtoie tous les jours, on est même fait de matière. Mais vous allez apprendre aujourd'hui que la matière est plus que ce qu'on connaît ou ce qu'on croit savoir. Donc là, j'ai mis des images aléatoires de choses qui sont composées de matière. J'aurais pu mettre des images de n'importe quoi, ça aurait fait l'affaire aussi. Mais en l'occurrence, j'ai choisi des choses qui sont... il y a du métal, de l'eau, quelque chose qui est plus sous forme gazeuse, des cailloux et du bois qui est censé représenter un petit peu le règne vivant, même si ce bois-là n'est plus tellement vivant. Donc tout ça est fait de matière et on a découvert il y a quelques années que si on zoome un petit peu sur cette matière, on va trouver des arrangements d'éléments et on appelle ces arrangements d'éléments des molécules. Donc des molécules, on a découvert que c'est comme un réseau de différents, des éléments comme ça, qui composent la plupart de notre matière. Ces molécules peuvent être très grandes ou très petites. Des fois, c'est comme l'eau, H2O avec 3 éléments seulement. Des fois, c'est l'ADN qui est une molécule énorme qui contient des milliers et des milliers de bases. Et si on zoome encore plus sur ces éléments qui constituent les molécules, on arrive à ce qu'on appelle l'atome. Et c'est vrai qu'on a tous un peu une notion de ce que c'est un atome. Ici, j'ai dessiné, 2 vues différentes, de descriptions un peu différentes d'un atome. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un atome qui est en fait un noyau avec des électrons qui tournent autour dans des orbites, un peu comme un système solaire miniature. On a découvert malheureusement pour les gens qui aimaient bien cette interprétation, que les électrons ne sont pas si localisés que ça et qu'ils ne tournent pas réellement autour à la manière d'un soleil qui a des étoiles, des planètes qui tournent autour. Et puis là, il y a une représentation qu'on voit moins souvent si vous regardez la télé, par exemple Big Bang Theory, vous avez plutôt ce genre de logo qui va apparaître. Mais pour décrire de façon plus réaliste un atome, on a ça. Donc effectivement, on garde le noyau qui est très petit ici, et après on a des nuages qui sont les endroits où se trouvent les électrons avec une certaine probabilité qui est illustrée par souvent la densité du nuage. Donc voilà, c'est un détail. Donc on a les atomes. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le centre de l'atome, par rapport à l'atome, est 1000 fois plus petit. Donc cette image-là est aussi faussée dans ce sens-là, parce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on aurait peut-être 3 ou 4 fois, mais c'est 1000 fois plus petit. Donc en fait, l'atome, il serait avec cette taille-là, disons, il aurait un noyau qui est peut-être même pas la taille du pointeur majeur. Enfin, le noyau qui serait très petit. Mais ces atomes, ils ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils sont tous formés des mêmes éléments, on va voir plus tard lesquels. Et en fait, je vais dire tout de suite en fait de quoi ils sont formés, comme ça on est au clair. Enfin, vous savez certainement qu'au centre du noyau, le noyau est composé de neutrons et de protons, et autour c'est les électrons. Et ce qui est étonnant, c'est que toute la matière qu'on connaisse, que ce soit du gaz, ou du métal, ou moi-même, on est formé de ces atomes, et que ces atomes diffèrent seulement
dans la nature de l'élément, si on veut, il diffère seulement par le nombre de protons qu'il y a. C'est-à-dire que le fait que ce bois soit du bois et pas de l'or, c'est seulement parce que les atomes qui le composent ont un nombre différent de protons et donc d'électrons qui tournent autour, parce qu'ils ont toujours le même nombre pour que ce soit électriquement neutre. Et ça, on peut en faire après une classification, comme Mendeleïev l'a fait au début, et après son tableau, qui était le tableau de Mendeleïev, est devenu le tableau périodique avec quelques petites modifications. Et on a ici un tableau périodique qui contient tous les éléments, et même en fait plus que tous les éléments qu'on trouve sur la Terre. Et qu'on trouve même, on va dire, plus ou moins dans l'univers. Après, il y a d'autres choses qui sont dans l'univers qui ne sont pas sur ce tableau. Mais en tout cas, tout ce qu'on connaît est là-dessus. Et on commence ici avec un élément qui est l'hydrogène, qui contient un proton et un électron autour. Et puis après, on a ici 1, 2, et vous voyez les numéros. Les numéros, c'est en fait le nombre de protons qu'il y a dans chaque élément. Pour l'oxygène, par exemple, qui va être 16, non, 15, 14, 8. Ah oui, c'est 8 parce qu'il y a 16 nucléons. Donc il y a 8 protons et 8 neutrons, donc c'est 8, mais la masse c'est 16. On voit ici 15,996. Pas que je... Alors, donc ça c'est l'atome. Si maintenant on zoome encore plus et on arrive enfin au noyau de l'atome, donc c'est ce truc qui est 1000 fois plus petit que l'atome, en sachant que tout le reste de l'atome est de l'espace vide, donc c'est déjà assez étonnant, on tombe sur quelque chose qui est composé seulement de deux particules différentes qui sont les neutrons de charge neutre et les protons de charge plus. Donc ça c'est quelque chose de très important et voilà, on pourrait dire que ça c'est des particules élémentaires, mais malheureusement ou heureusement, heureusement pour nous, en tout cas, ces particules ne sont pas élémentaires, elles sont composées de particules, si on veut bien, encore plus petites, encore plus légères, qui sont les quarks. Et là, je vous montre l'exemple du proton et du neutron qui sont composés de deux quarks différents, et ils en ont chacun 3 dans une combinaison différente. Donc là, on a UUD et UDD. Après, vous allez vous demander comment ça se fait que le proton il est de charge plus 1 et le neutron est de charge 0. C'est qu'en fait, ces quarks, ils ont une charge qui est un tiers ou 2 tiers de la charge élémentaire, qu'on appelait élémentaire, de l'électron. On ne pourrait plus vraiment dire que c'est élémentaire vu qu'ils ont des fractions de ces charges. Et donc ici, on aurait par exemple 2 tiers, en fait on a ici 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 3 tiers, ce qui fait 1. Et là on a 2 tiers moins 1 tiers moins 1 tiers, donc ça fait 0. Donc ça marche. Je ne me suis pas trompé. Bon, si ça ne marchait pas, je ne vous l'aurais pas montré. Et en fait, historiquement, on a d'abord connu l'électron, qui est ici, et après plein d'autres particules. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, la connaissance, disons, de l'humanité sur les particules élémentaires se résume à ça. Donc ça, c'est toutes les particules élémentaires, donc qu'on n'a pas encore réussi peut-être, mais que pour l'instant on croit qu'on ne peut pas découper en plus petites particules qui sont résumées ici. Donc on a l'électron qu'on connaît bien. On a remarqué que l'électron, il a un cousin plus lourd qui est le muon, et encore un plus lourd qui est le tau. Donc il y a 3 générations de ce qu'on appelle des leptons, c'est écrit en vert ici. Et ils ont chaque fois un neutrino associé. On ne va pas trop parler de neutrinos parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ma thèse, mais je les mentionne quand même. Après, on a les U et les D, donc ils sont présents dans le neutron et dans le proton, qu'on a vu tout à l'heure. Et on a découvert à un moment donné dans l'histoire qu'en fait, il existe un autre quark que celui qu'on connaît dans la matière qui nous entoure quotidiennement. Et vu qu'on ne s'y attendait pas, on l'appelait strange, parce que strange c'est anglais, ça veut dire étrange. Je pense que tout le monde le sait, peut-être pas tout le monde. Et du coup, on l'a appelé strange. Donc on avait UDS, et après à un certain moment, on a trouvé qu'il avait un partenaire. Donc on a dit, pour être cohérent, il faut qu'on lui donne un nom qui soit le contraire d'étrange. Et donc on l'appelait charme. Alors effectivement, on peut penser que charme est le contraire d'étrange, c'est pas mon domaine, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Et ensuite, on a trouvé encore une nouvelle paire, ici, T et B, qu'on a d'abord appelé Truth and Beauty, que ça veut dire beauté et vérité, mais après, c'est quand même un petit peu, disons, un peu fou pour être la physique des particules, alors on a aussi l'alternative
qui est top and bottom, qui sont des antagonymes qui en fait sont assez semblables à up and down. Donc pour l'instant, on les appelle comme ça. Mais il y a par exemple les conférences qui parlent de la physique du B, qui ont souvent, il y en a une qui s'appelle Beauty simplement. Et on garde souvent aussi pour les nombres quantiques, on parle souvent du nombre quantique de beauté et de vérité, et de charme et d'étrangeté. Voilà, c'était la parenthèse philosophique sur le modèle standard. Maintenant, on a encore les vecteurs, les vecteurs bosons ici, les bosons vecteurs des interactions. Toutes les interactions sauf la gravité sont comprises là-dedans. Et après, on a le fameux boson de Higgs, mais je ne vais pas en parler en détail non plus. Si vous voulez vraiment savoir plus, on peut en discuter après, parce que c'est à nouveau pas tellement le sujet de ma thèse. Alors là, on a vraiment ici le résumé de toutes les particules élémentaires qu'on connaît. Maintenant, on va passer à un chapitre un petit peu différent qui sont les accélérateurs de particules. Donc, on a vu les particules élémentaires qu'on connaît, et maintenant, on va voir comment faire des expériences avec ces particules. Donc, ce qu'on fait en réalité, c'est on se dit, tiens, on a un proton, on a un neutron, on veut savoir ce qu'il y a dedans, comment ça réagit, etc. Mais disons, manque de chance, si on prend un scalpel et une pincette pour les travailler, ces scalpels et pincettes, c'est aussi fait de protons et de neutrons, on fait juste, on est assez limité dans l'outillage habituel, on va dire. Donc du coup, on adopte en fait une technique un peu moins élégante. C'est que ce qu'on fait, c'est qu'on prend un proton, on prend un autre et on les collisionne. C'est un peu, j'ai déjà entendu cette métaphore que j'aime bien. C'est comme un singe qui a des très gros doigts qui essaye de comprendre le fonctionnement d'un téléphone mobile et il n'a pas l'outillage nécessaire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un téléphone mobile et le lance contre un caillou, il voit tout ce qui sort. Ça lui donne une idée et puis après il répète ça beaucoup de fois. Et au bout d'un moment, s'il est très intelligent, même avec des mains terriblement, disons, inadaptées, il peut comprendre entièrement le fonctionnement d'un téléphone mobile, même un iPhone si on veut. Et, enfin, quoi que. Mais c'est ce qu'on fait avec les protons, donc on les lance les uns contre les autres et on regarde quelque part ce qui sort. On fait ça à plutôt grande échelle, au LHC, comme vous allez le voir après, on fait ça 40 millions de fois chaque seconde, dans 4 endroits différents. Mais d'abord, comment est-ce qu'on arrive à prendre un proton et un autre, qui sont quand même extrêmement petits, hein, ça pèse des milliardièmes de grammes, et à les lancer de façon précise l'un contre l'autre à une très grande vitesse. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc la première difficulté, c'est de les accélérer. Alors déjà, c'est d'avoir des protons tout seuls, parce que c'est pas fréquent, on ne peut pas en acheter à la niveau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un élément qui est assez abondant sur notre planète, qui s'appelle l'hydrogène. On ionise l'hydrogène, c'est assez simple à faire. On peut lui arracher l'électron et du coup, il ne reste plus qu'un proton. Et du coup, on a un gaz de protons, et en appliquant un potentiel électrique avec un plus et un moins, en sachant que le proton, il est plus, il va aller vers le moins, on peut le faire bouger un petit peu. Donc avec un champ électrique, on peut déjà l'accélérer. Et après, ce qu'on fait, c'est que... Ouais, non. Il y a donc 2 slides, un dessin qui pourrait m'aider, mais en fait, je vais commencer à expliquer sans le dessin. Ce qu'on fait, c'est qu'au bout d'un moment, on utilise des accélérateurs qui sont circulaires. Parce que vous avez déjà entendu parler de l'accélérateur du CERN, qui est de forme quasi circulaire. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à une certaine partie, on l'accélère. Et on fait ça aussi avec des champs électriques. Et là, on utilise un peu une ruse. C'est qu'on fait un champ électrique plus et moins, avec le proton qui va aller du plus au moins. Mais au moment où il arrive au moins, on va dire, eh ben non, on inverse, et on fait un moins ici, et un plus là, et un moins là, et un plus là. Et chaque fois qu'il passe une étape, on inverse. Ce qui fait que chaque fois, il a l'impression qu'il est au début de la course. Au moment où il arrive à la fin de la course, il est à nouveau au début. Et du coup, en fait, ce que symbolise ces cavités-là, c'est les cavités de radiofréquence qui accélèrent les protons. Après, un autre élément qui est très important à comprendre, c'est que ces protons, on ne les accélère pas tout seuls. Ils ne sont pas un à un accélérés. En fait, on fait des petits nuages qui contiennent des milliards de protons. Il y en a un qui est ici.
Et en fait, ces nuages, de façon disons discrète, ils sont distribués dans l'accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nuages qui se suivent. Et après, on arrive à la problématique de la collision. Ce qu'on arrive à faire, et ça c'est assez étonnant, c'est faire rester ces nuages de protons sur un espace très très petit, de sorte à, quand on les fait se rencontrer, il y en a sur les 1 milliard dans chaque nuage, au moins 1, 2, 10, 20 paires qui se rencontrent et qui font une collision. Et après, une collision, ça ressemble à ça. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'on se dit, il y a 2 protons qui arrivent, qui se choquent, et après, on obtient une espèce d'explosion, il y a plein de choses qui sortent. Qu'est-ce que ça peut bien être, toutes ces choses qui sortent, si on avait 2 protons? Admettons, on avait 3 quarks dans chaque proton, donc on peut dire qu'on avait 6 éléments au départ, mais là, manifestement, il y a plus que 6 éléments qui sortent. On a des milliers. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on les fait aller très vite, les protons, ils ont une énergie cinétique très grande, et au moment de la collision, ils peuvent convertir cette énergie cinétique en masse. Et ça, c'est un truc qui n'est pas du tout intuitif. Parce que nous, dans le monde quotidien, on a rarement des transformations d'énergie en masse ou de masse en énergie. L'énergie, par exemple la lumière, en fait, peut se transformer en masse, en matière. Et ça, c'est assez fou. Mais pour vous convaincre un peu plus, je vais utiliser une formule très très connue qui est E égale mc carré. E égale mc carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie égale la masse pour la vitesse de la lumière. Bon, il y a une constante, mais quand même, énergie et masse relèvent un peu de la même nature. Et ça, c'est étonnant. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Si vous faites ça avec un iPhone, vous n'allez jamais avoir plus de pièces qui vont sortir de l'iPhone lancé contre le mur que ce qui arrive vraiment dans l'iPhone. Mais nous, on a 2 pièces, on les lance les unes contre l'autre, et puis on a 1000 pièces du même genre qui sortent. C'est quand même assez fou. Mais bon, peut-être que je suis le seul à trouver ça fou. Alors, le LHC est, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le plus grand collisionneur de particules au monde, et il n'est pas loin d'ici. Bon, c'est difficile à voir. Ici, là, ouais, mais on ne peut pas vraiment. Enfin, si vous connaissez vraiment bien la région genevoise, vous allez peut-être avoir une idée. Mais là, on voit l'aéroport de Genève. Mais en haut au point, on ne voit pas au bord du lac Léman? Ça pourrait être le lac, ouais. Effectivement, je ne sais pas très bien voir. Ouais. Alors, admettons que ça, c'est le lac. Et là, il y a l'aéroport. Donc, en fait, le canton de Vaud, il est là, voilà. Non. Il y a le titre. Non, parce que parce que l'aéroport, il c'est pointe. peut-être pas le lac. Je pense pas que ouais, c'est possible que ce soit le lac, mais même si c'est là, le lac il fait ça. Parce qu'en fait, si vous regardez sur une carte, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Genève, elle pointe un petit peu vers Neuchâtel, je sais pas trop. Hein. Enfin, c'est pas le sujet de ma thèse. On est dans le pays Gex, près de Genève, où il y a à 100 mètres sous terre un tunnel qui contient un accélérateur de particules qui fait 27 km de long. Voilà, il fait 27 km de long, on se dit ah c'est pas mal, mais les particules qu'on accélère, qui sont des protons, traversent ces 27 km 11 000 fois par seconde, même un petit peu plus. Donc ça va quand même assez vite. Et après, ces protons qu'on accélère dans cet anneau-là, on leur donne la quantité de mouvement d'un porte-avions à pleine vitesse. Bon, il ne va pas très vite un porte-avions, mais il est très lourd. Si bien que ça explique pourquoi on a besoin de 27 km. C'est parce qu'avec une force, disons, raisonnable, faire une manœuvre de 360 degrés à un porte-avions à pleine vitesse, il faut 27 km. C'est à peu près la même chose avec un TGV à pleine vitesse. Et donc du coup, on a ce grand accélérateur qui nous permet d'aller à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et à 4 endroits de cet accélérateur, on fait des collisions et on les enregistre. À raison de à raison de 40 millions de fois par seconde, mais des fois on fait un peu moins. C'est le maximum qu'on puisse faire. Et en fait, là, je vous montre 3 des expériences qui enregistrent des collisions. En fait, il y en a 4, mais la 4e, c'est la mienne et je vais la présenter en détail après, donc je ne l'ai pas mis sur cette diapositive. Donc là, on a Atlas, CMS et Alice. Et ce qui est particulier dans mon détecteur,
enfin c'est pas le mien, il ne m'appartient pas, mais sur celui où je travaille, c'est qu'il a une géométrie différente des 3 autres. Les 3 autres, c'est des tonneaux. C'est assez grand, hein. Vous voyez ici la représentation d'un être humain qui fait la taille du pointeur laser un peu plus. C'est des expériences très grandes qui ont les collisions au centre. Si bien que n'importe quelle particule qui sort, à moins qu'elle aille vraiment dans le tube qui apporte les protons, elle va être enregistrée. Donc c'est un tonneau et la collision se passe au centre. Les 3 sont de ce style-là, mais pas la nôtre. Elle est comme ça. Donc en réalité c'est on peut dire une coupe du détecteur en forme de tonneau, mais qui a la taille quasiment du tonneau. Donc en fait, la collision chez nous, elle se passe ici, et toutes les particules qui montent, qui descendent, qui sortent un peu comme ça, ou qui vont en arrière, on ne les voit pas. Mais par contre, celles qu'on voit, on a une beaucoup plus grande capacité, si on veut bien, d'enregistrer, donc une plus grande précision. Donc c'est une expérience de précision, mais qui rate, en guillemets, pas mal des collisions. Et après, la collision se passe ici, et du coup, nous on regarde les particules qui vont dans l'acceptance, donc qui sont acceptées par la géométrie du détecteur. Et puis au début, on a ce tank-là, ce conteneur qui contient des stations qui mesurent les traces des particules. Après, on a une partie qui identifie le type de particules. On a à nouveau une station de mesure de traces, un trajectographe. On a un aimant qui va courber la trajectoire des particules chargées. On a à nouveau un trajectographe, on a à nouveau une identification de type de particules, et après on a les calorimètres et les chambres à muons, qui sont des éléments dont je ne vais pas trop parler parce que ça concerne un peu moins ce que j'ai fait. Ce qui est important, c'est qu'on a un aimant. Pourquoi on met un énorme aimant, qui est quand même assez puissant en plein milieu de notre expérience? C'est en fait pour incliner, pour courber la trajectoire des particules chargées, et avec ça on peut mesurer leur quantité de mouvement. Plus une particule, on va dire, va vite, plus un certain champ magnétique aura de la peine à modifier sa trajectoire. Et pareil pour les particules lourdes, une particule qui est très lourde, le champ magnétique constant aura plus de peine à modifier sa trajectoire. C'est comme une voiture plus lourde ou une voiture plus vite, il faut plus de force. Donc en fait, en mesurant la courbure d'une trajectoire d'une particule ici, chargée, on peut savoir sa masse fois sa vitesse, donc la quantité de mouvement. On peut avoir une idée sur, en guillemets, son énergie cinétique. Donc ça c'est très important et on va pas mal, enfin moi je l'utilise pas mal. Donc ça c'est l'expérience LHCb. Après, là j'ai fait un schéma, c'est moi qui l'ai fait, donc j'en suis très fier. Et en fait ici il y a les éléments importants de l'image précédente, importants pour mon travail et pas importants dans l'absolu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'autres parties du détecteur plus que moi. Donc on a ici à nouveau ces plans de détection qui sont tout près de la collision. On a ici 2 fois 2 plans de détection de trajectographe. Le champ magnétique constant, que j'ai symbolisé par un rectangle, il n'est pas forcément constant dans tout ce rectangle, mais il y a un certain champ magnétique qu'on connaît. Et après à nouveau 3 plans de détection composés chaque fois de 4 couches de trajectographe. Et puis on a l'exemple ici d'une particule chargée positivement et une particule chargée négativement qui sont courbées dans le champ magnétique. Donc avec cette courbure-là, on peut mesurer leur quantité de mouvement. Ça c'est quelque chose d'important à retenir, un ingrédient essentiel. Ça c'est juste disons pour donner une idée de ce que ça donne en vrai. En vrai, on n'a pas les 2 particules chargées qu'on a vues avant, mais on a beaucoup plus d'informations. Donc ici, en fait, il y a 3 images indépendantes, mais qui représentent le même événement. On a une fois l'image ici, on a tout ça là, qui est une vue de en haut d'un événement, vue du dessus. Donc on voit la courbure des traces, parce que le champ magnétique est court. Après, on a ici une vue frontale, et ça c'est aussi une vue frontale, mais zoomée sur le point d'interaction. Donc en fait, ça c'est vraiment là où il y a la collision qui se passe. On voit qu'il y a énormément de traces qui sortent. Sur cette image-là, beaucoup de traces ne sont pas représentées parce que ça la rendrait complètement inutilisable, surtout dans ce secteur-là. On a montré que les traces qui ont
de l'information plus loin qui sont importantes. Et après ici on a une image de l'événement global vu depuis devant. On voit des coupures, etc. Puis chaque détecteur il donne ici des informations. On va venir plus en détail là-dessus parce que voilà, ça fait partie de mon travail. Et là c'est juste un exemple d'une des stations du trajectographe. Là on voit les dimensions, c'est en millimètres, donc il y a non, c'est 4,50 m, donc c'est des centimètres. Et ici aussi. Donc on a un élément qui fait 6 mètres x 4,50 m, qui est un plan de détection. Il faut vous imaginer, c'est perpendiculaire à la trajectoire de la particule. Et donc en fait, chaque fois qu'une particule passe par exemple là, ça va être comme une petite croix ici, qu'on va pouvoir lire. On aura plein de croix à plein d'endroits, et en liant les croix en quelque sorte, on pourra savoir quelle était la trajectoire de la particule. Et là, c'est du latéral, de l'arrangement de ces boîtes intérieures qui sont, elles, disons, beaucoup plus sollicitées, vu qu'il y a un plus grand nombre de particules qui passent près du centre. Et donc, on a un détecteur un peu spécial ici. Et là, on voit qu'il y a à l'intérieur des boîtes 4 couches, et là aussi, il y a les 4 couches. Et après ça, il y a 3 fois. C'est celui que j'ai montré. Je vais juste revenir en arrière. C'est cette partie-là, en fait. 3 x 4 layers. Alors, voilà. Et on va passer maintenant au premier point de ce que j'ai fait moi. C'est l'alignement logiciel du trajectographe. Donc, ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on installe les plans de détection. On les aligne comme ça, on les met dans la caverne. Et après, on regarde à peu près où ils sont. Et vu que c'est les éléments qu'on a vus avant qui font 6 mètres de large et 4,50 m de haut, voilà, on a une précision limitée on a un pouvoir limité sur l'emplacement où on veut les mettre. On ne pourra pas les mettre au micromètre près à un endroit. Parce que l'objet est énorme, si on bouge un peu ici, il y a tout qui va bouger. Donc on l'installe, toutes les couches, comme ça, toutes les couches. Et après, on le fixe. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il ne bouge pas. Ça, on peut le faire. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre des données. On va envoyer des particules dedans, et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait, ce que ça donne, c'est ça. Et on se dit, mais on sait qu'une particule, en tout cas quand il n'y a pas de champ magnétique, elle va en ligne droite. Et là, en l'occurrence, les croix, elles ne sont pas tellement en ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les détecteurs, on les a mis à des endroits qui ne sont pas ceux où on croit. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'ils étaient tous alignés comme ça, mais en réalité, ils ne sont pas comme ça, parce qu'on n'a pas réussi à les installer comme on voulait. Mais dans la reconstruction, on a vu ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données, on voit où il y a des informations dans le détecteur. On fait ce qu'on appelle la trajectographie, donc on répertorie là où on pense qu'il y a des particules qui ont passé. Et une fois qu'on les connaît, on peut arriver ici à savoir où le détecteur est réellement dans la caverne. Où est-ce qu'il se situe dans la vie réelle. Et en fait, on voit qu'on a voulu faire ça. C'est un peu exagéré, mais on a voulu faire ça. Et en fait, on a fait ça. Là, on voit, ils ne sont pas alignés comme il faut. C'est pas grave, tant qu'on sait où ils sont, à moins qu'ils soient vraiment à l'autre bout du truc. Et du coup, en fait, la seule information qui nous manquait, c'est de savoir où ils étaient. Et avec ça, après, on peut avoir des informations complètement alignées qui viennent des particules chargées qui traversent le détecteur. Bon, je ne vais pas entrer en plus dans les détails, mais ça c'est un peu l'idée. Et on fait ça un peu dans le grand style, c'est-à-dire qu'on a plus qu'une particule pour savoir où est le détecteur. On en a des milliers. Et là, il y a un exemple, des particules qui traversent ces boîtes qui ont des plans de détection. Et on voit que les particules, elles vont en ligne droite. Et après, à l'intérieur des boîtes, pendant qu'on reconstruit l'événement, on peut voir si les croix sont alignées sous l'hypothèse de la position du détecteur ou ne le sont pas. Et si elles ne le sont pas, on peut corriger ça. Et puis en réalité, on fait faire ça en ordinateur parce qu'il y a énormément de possibilités. Et puis aussi un truc qui est très important et qui est en fait un grand défi, c'est de choisir les degrés de liberté selon lesquels on aligne. Parce que ce qu'on a vu avant, c'est qu'on a eu des plans qui étaient verticaux, et on a décidé de les aligner selon l'axe vertical. C'est-à-dire qu'on laisse au programme la possibilité de bouger pour que les croix soient alignées, mais que dans le vertical. Là, on a aussi pu déplacer et changer l'espacement qu'il y a entre les plans. On aurait pu faire plein de choses pour s'arranger pour que les croix soient alignées. Donc en fait, choisir les degrés de liberté selon lesquels on permet au programme de bouger le détecteur pour qu'il s'arrange afin que les croix soient alignées, c'est très important. Et en fait, on a même un défi,
c'est que, il y a des degrés de liberté qu'on appelle des modes faibles, selon lesquels on n'a aucune sensibilité. C'est-à-dire, si par exemple, si je reviens 2 slides en arrière, si ici on a ça, ok, on se dit, ils sont peut-être pas à la bonne hauteur, mais on aurait aussi pu bouger celui-là là pour le mettre un peu par ici. Celui-ci, on le met là. Et du coup, on aurait pu aligner ces croix de l'autre façon. Mais après, il y a un problème. Si par exemple on est ici, et puis on lui permet d'aller où il veut, il peut prendre celui-là et puis le mettre ici. Et puis celui-là, il peut le mettre plus par là. C'est-à-dire qu'en fait, déjà tous les mouvements qui sont selon la trajectoire d'une particule, ou de la trajectoire, principale des particules, c'est un mouvement selon lequel on a peu de sensibilité. Parce que si on bouge une de ces stations-là, selon l'axe ici horizontal, ça va peu ou quasiment pas affecter la qualité, disons, de l'alignement de ces croix si les particules elles vont toutes dans ce même sens-là. Donc ça c'est vraiment un grand challenge. Et puis il y en a beaucoup d'autres, mais si j'entre dans les détails, on va passer beaucoup de temps. Je vais arriver directement à la conclusion de cette partie, c'est la performance de l'alignement. Donc ici on a le TT et IT qui sont les 2 détecteurs au silicium qu'on a à LHCb. Et en fait, la précision avec laquelle on arrive à aligner ces boîtes est de l'ordre ici de 16 micromètres, ce qui est quand même assez fou pour des éléments qui sont très loin du point d'interaction et qui sont quand même de taille macroscopique. Et maintenant, il y a la deuxième partie dont je vais vous parler, et la dernière aussi, soyez rassurés, c'est la mesure de masse et de temps de vie des particules qui m'ont intéressé, qui sont les baryons B. Les baryons B sont des particules qui sont composées de 3 quarks, tout comme le proton et le neutron, mais au lieu d'avoir ces quarks, on va dire un peu de base, U et D, ils en ont au moins un qui est un quark B. Donc si vous vous souvenez du modèle standard avec toutes les particules élémentaires que je vous ai montré avant, on a vu il y a plein de quarks, il y en a 6 au total. Puis pour vous donner une idée, celui-ci là, c'est DSB et celui-là c'est SSB. C'est une combinaison de 3 quarks. Ces particules, elles se désintègrent dans des particules qui se désintègrent, dans des particules qui se désintègrent, dans des particules qui se désintègrent. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on reconstruit en réalité les particules de l'état final. Donc après que toute la chaîne de désintégration se soit produite, donc en réalité, ce qu'on reconstruit dans le détecteur, ce qu'on voit vraiment, c'est le mu+, le mu-, le proton, le pi- et le pi- ici. Et puis là, ce pi- c'est la même chose, enfin tout est la même chose, sauf ce pi- qui a un K- ici. Qui sont des particules, voilà, qui ont leur nom, voilà. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on combine ces particules-là. On commence par combiner des protons et des pions pour voir s'il n'y en a pas un qui donnerait un lambda, qui viendrait du même endroit que le pion, qui combiné ensemble donnerait un xi-, qui viendrait d'un endroit où viennent aussi les 2 muons et que eux ensuite pointeraient vers le centre de la collision, le point de collision initial. Donc on fait une reconstruction en fait en partant de la fin de la chaîne de désintégration, parce que ce qui est à la fin de la chaîne de désintégration, c'est ce qu'on voit. Voilà. Et après, on veut mesurer les masses des baryons B que j'ai montré avant. Et pour faire ça, on utilise, disons, la version professionnelle de E égale mc carré, donc qui tient aussi compte de la quantité de mouvement ici de la particule. Parce que l'énergie d'une particule n'est pas seulement sa masse, mais il y a aussi un terme cinétique qui vient du fait qu'elle n'est pas au repos. Et après, on prend cette formule-là, on essaie de sortir le M. Alors ça, c'est un exercice que tout le monde peut faire. On sort le M, tac, on met là, hop, et puis on a cette relation-là. Et donc du coup, si on mesure l'énergie et la quantité de mouvement du baryon B, on peut en savoir sa masse. Et après, la quantité de mouvement et l'énergie, on le mesure donc pendant la reconstruction, en mesurant en fait la quantité de mouvement des états finaux et en assignant aux états finaux la masse qu'on sait qu'ils ont, et après en propageant ça le long de la chaîne de désintégration jusqu'au baryon qui nous intéresse. Donc, on mesurait E et P. Enfin, indirectement, on mesure que P et on fait une hypothèse de masse sur les particules de l'état final. Il y a un problème, quand même, qui n'est pas un problème, mais une problématique,
est-ce qu'on peut, faire quelque chose? C'est qu'il faut qu'on ait quand même, pour la mesure de la quantité de mouvement avec l'aimant et la courbure des traces, il faut qu'on ait une échelle de mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que quand la courbure est de temps, ça correspond à une quantité de mouvement d'un certain nombre. Et pour faire ça, on fait une calibration, on reconstruit beaucoup de désintégrations qu'on a ici, et on regarde leur masse, et on compare à la masse qu'il devrait avoir qu'on connaît. Comme ça, on peut calibrer un peu le détecteur, on peut faire des reconstructions courbeurs, et après on regarde si la masse qu'on obtient est celle qui est dans les tables, si on veut bien. Et ici, ce qu'on montre ici, c'est une mesure de la différence, donc ça c'est centré autour de 0, de la différence entre la masse qu'on a effectivement construite et celle qui est tabulée. Et puis voilà, c'est un paramètre alpha qui est de l'ordre de 10 puissance moins 3, ça veut juste dire qu'on a une capacité assez grande de mesurer les quantités de mouvement et donc des masses de façon précise. Ça, c'est les résultats. En tout cas, c'est l'illustration graphique des résultats. Ce n'est pas forcément des figures qui parlent à tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais on a en fait ici le lambda B, j'ai pas dit ce que c'est U, D et B comme contenu du quark, le xi B et l'oméga B. On a mesuré les masses. Et en fait, on a ici la distribution de la quantité, enfin de la masse. En fait. C'est-à-dire que ça c'est les histogrammes, les points noirs, c'est un histogramme où on a mesuré pour chaque candidat qu'on a construit sa masse, on a mis dans un histogramme. Et en mesurant un certain nombre de fois, un très grand nombre de fois, une même quantité, avec un processus qui est toujours le même, on obtient en général une distribution gaussienne. Ici, pour ce cas-là, c'est double gaussienne pour des raisons, on va dire, pour certaines raisons, je vais pas entrer dans les détails. Et ici, on a vraiment une gaussienne, et puis on a un bruit de fond avec des candidats qui sont construits, qui ressemblent à ce que nous on cherche, si on veut bien, sur l'événement, mais qui sont le fruit du pur hasard. Et donc voilà, on a ici les masses mesurées, qui sont les moyennes de ces gaussiennes. Je vais parler un petit peu plus de l'oméga B, parce que pour l'oméga B, on avait une motivation supplémentaire par rapport à juste mesurer une masse. C'est aussi que deux autres expériences aux États-Unis qui sont situées le long du même accélérateur de particules qui s'appelle le Tevatron, qui sont disons, l'équivalent américain du LHC en quelque sorte, légèrement plus petit, qui ont mesuré indépendamment la masse de l'oméga B et ils ont obtenu ces valeurs-là avec ici des barres d'erreur. Donc, ils ne sont vraiment pas d'accord. Si on interprète ça statistiquement, c'est à peu près une chance sur 1 million que ce soit que les deux aient raison, en quelque sorte. Donc en fait, ils ont mesuré ces valeurs, et du coup, on a fait une moyenne, qui est ça, là, qui ressemble à ça. On n'a pas forcément l'impression à première vue que ça, c'est la moyenne de ça et ça, mais en fait, ça l'est. Parce que du fait que cette mesure a une petite incertitude, ça tire plus vers là, et après, l'erreur totale tient compte de l'erreur totale l'erreur ici est plus grande que les individuels parce qu'on tient compte aussi du fait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et en fait, nous, on a mesuré ici, donc ce point-là, et du coup, si on regarde ce point-là, il est quand même beaucoup plus en accord avec celui-là, Et si on combine celui-là et celui-là, on a ce point-là, et donc là, on peut vraiment dire que cette mesure-là, elle est bizarre. En tout cas, on n'est pas d'accord avec cette mesure-là. Donc c'est quelque chose qui a pu départager entre ces deux expériences. Maintenant, on va passer au dernier point du dernier chapitre, qui est la mesure de temps de vie. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens sont familiers avec, par exemple, la radioactivité, mais il faut d'abord que j'introduise pour la mesure du temps de vie des notions. Donc, moi, je définis, en fait, c'est la mesure du temps propre, d'après ma définition. Donc, c'est pas terrible ce que j'écris là, mais c'est pas grave. On va pas regarder le titre. Alors, pour moi, le temps de vie, je l'appelle T, et c'est pour moi la durée pendant laquelle une certaine particule a vécu. Le temps propre, que j'appelle tau, malheureusement dans cette police, ce tau il n'est pas super, mais c'est pas grave. Donc le temps propre que j'appelle tau, c'est la quantité qui est intrinsèque à la particule, au type de particule, et qui donne vraiment une idée sur, en moyenne, combien de temps elle vit. Donc le T, c'est pour une particule donnée, combien de temps elle a vécu. Le tau, c'est, si on veut bien, une mesure de la probabilité de désintégration
l'inverse de la probabilité de désintégration, donc c'est une mesure combien de temps à peu près en moyenne la particule elle vit, ce qui est réalisé de façon différente pour chaque particule. Et après, il y a le temps de demi-vie qu'on utilise souvent, qui est en fait juste un ln de 2 fois tau, qui est en fait la durée qu'il faut pour une certaine population d'une particule qui se désintègre de façon aléatoire pour qu'on arrive à la moitié. Ça, on utilise par exemple pour la datation carbone 14, etc. Et donc moi, ce que j'ai mesuré, en reconstruisant beaucoup de oméga B et de xi B avec leur temps de vie à chaque fois respectif, et en regardant ce temps de vie, moi, j'ai mesuré le temps propre, qui est vraiment quelque chose, une quantité qui est physique et propre au type de particule. Et si on regarde normalement une distribution du temps de vie, donc de T, en fonction du nombre de particules qu'on a, ça doit faire une décroissance exponentielle. Ça c'est juste pour la forme, ce qu'on va montrer après, ce que j'obtiens avec ça. Et après, ici aussi, il y a une problématique qui est spécifique à ce genre de mesure, qui est en fait celle de l'efficacité. C'est-à-dire que si je veux mesurer le temps de vie d'une particule, et je mesure, je sais pas, 300 particules, et que j'ai une probabilité beaucoup plus grande de voir la particule si elle a vécu peu de temps et très faible de la voir si elle a vécu longtemps, on a un problème parce que ça va biaiser. Parce que du coup, j'aurais vu beaucoup plus de particules qui auront vécu peu de temps et je vais avoir comme idée, je vais penser que les particules ne vivent pas longtemps. Mais en fait, c'est juste que les particules qui vivent longtemps, je ne les vois pas. Je suis inefficace à des hauts temps de vie. Et en fait, c'est en fait plutôt le contraire. On est inefficace des fois à des très courts temps de vie. Pour plusieurs raisons. C'est parce que des fois, on ne voit même pas qu'elle a vécu. Pendant qu'elle a vécu, elle a volé tellement peu qu'on a l'impression qu'elle n'a pas existé, qu'elle n'a pas volé ou qu'elle est en fait confondue avec l'interaction primaire. Et vu qu'on fait des coupures sur ça, on ne les voit pas. Et donc du coup, il faut qu'on corrige pour ça. Et ça, c'était vraiment un grand challenge. Et puis on voit ici, on a corrigé cet effet en utilisant de la simulation. Donc on a utilisé des événements qu'on n'a pas enregistrés avec le détecteur, mais qu'on a simulés. Et après, on a pu corriger avec ces courbes bleues pour rendre linéaire l'efficacité en fonction du temps de vie. Et ça, c'est le résultat. Donc, c'est l'exponentielle décroissante dont je vous ai parlé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a d'abord que les points noirs, un histogramme, et après, avec un programme informatique, on prend une exponentielle et puis on laisse le programme s'arranger pour que ça colle le mieux aux données, ce qu'on appelle les fit. Et c'est ce qui est montré ici. Donc ça c'est pour le xi B, c'est pour l'oméga B. On voit que la courbe bleue là, elle passe à peu près par tous les points, donc elle correspond bien à ce qu'on a. Et après la pente de cette courbe bleue va nous donner l'indication du temps propre qu'on a envie de mesurer. Alors ça c'est le résumé de tous les résultats que j'ai eus. Donc on a des mesures de masse, dont j'ai parlé avant, qui sont de l'ordre de 5-6000 MeV par C carré. 1 MeV par C carré, c'est 10 puissance moins 30 kg. Donc on parle de, qu'est-ce qu'on va dire, de 10 millièmes, de milliardièmes de grammes. Donc on parle de très petites particules. Hein. Et après, j'ai mesuré des temps propres, dans ma définition, j'aurais dû appeler ça des temps propres et pas des temps de vie, mais j'ai peut-être changé. De ces particules qui sont de l'ordre de 1,5 picosecondes. Donc c'est 10 puissance moins 12 secondes, donc c'est un millième d'un milliardième de seconde. Donc ça vit pas longtemps. Et on a pu mesurer ça, ce qui est étonnant. Et ce qui est aussi génial, c'est que ces mesures-là sont les mesures les plus précises qui sont disponibles en ce moment. C'est bien. Et en plus, ces mesures-là ne sont pas publiques. Elles ne sont pas encore publiées. Donc on est en train de passer à la publication de l'article. Donc vous avez l'avant-première d'une information que l'humanité n'a pas encore eu le droit de voir de ses propres yeux. Donc on pourrait dire ça. Voilà. C'est des nombres nouveaux, on va dire, pour montrer que ce qu'on fait, c'est vraiment à la frontière du savoir humain, on va dire. Après, j'ai fait d'autres trucs que de la recherche, en fait, même beaucoup d'autres trucs. J'ai mis ici quelques éléments de tâches d'enseignement et de tâches de service. Donc ici, j'ai participé, et je participe toujours à l'enseignement à l'EPFL et à l'UNIL pour des cours de physique ou en rapport avec la physique. Après, j'ai été dépiqué pour un des détecteurs. Donc ça veut dire que je suis à l'hôtel à côté, et s'il y a un problème, je dois y aller même si c'est 3h du matin. Et ça, je l'ai fait, même à 3h du matin.
Et j'ai fait ça 3 semaines en 2011 et 3 semaines en 2012. Et après, j'ai été pas mal souvent sollicité pour faire des visites guidées de l'expérience souterraine. Voilà. Et puis ça j'aime bien. Ça, c'est là où j'ai été dans le cadre du travail ces 4 dernières années. Donc, j'ai pas été en Afrique et en Amérique du Sud. Enfin, j'étais en Amérique du Sud, mais pas pour le travail. Et donc pas, j'ai mis des trucs en dehors de la Suisse parce que, enfin, on a fait pas mal de trucs on était à Zurich puis à Genève. Mais j'ai eu vraiment le privilège de pouvoir aller à des conférences et de parler comme je parle devant vous. De ce qu'on a mesuré, de ce qu'on a fait. Et même là, encore ces 2 dernières semaines, j'ai reçu 2 propositions pour aller à des conférences internationales, mais que j'ai dû refuser parce que je ne reste pas dans le domaine. Voilà. Et c'est tout. Alors, ouais, je tiens à remercier déjà chaque personne qui est dans cette salle pour être venue, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Et puis après, j'ai une image ici que j'ai prise dans un minibus au Vietnam, en 2000, c'était une drôle d'histoire, mais j'aime bien ce coucher de soleil parce qu'il est assez beau. Ces applaudissements, c'est des remerciements pour cette magnifique présentation. Alors, je vais tenir ma parole, c'est-à-dire que je vais vous demander s'il y a des questions pour Raphaël. Vous avez le droit de poser des questions sur n'importe quoi. Toutes. Alors, on va commencer là, et puis ensuite, pour briser la glace, tu as dit que tu as fait une simulation et que tu as mis en place des hypothèses pour extrapoler pour les temps courts ceux qui n'étaient pas détectables. Quelles sont les hypothèses et puis comment est-ce qu'elles sont vérifiées? Alors, effectivement, c'est quelque chose sur ce qu'on a beaucoup travaillé parce que la simulation, c'est une simulation complète de tout l'environnement du détecteur, mais dans lequel il y a les hypothèses géométriques. Donc on pense que le détecteur est à un certain endroit, il n'y est pas forcément. On a plein d'hypothèses sur les interactions qu'il y a dans les différents éléments du détecteur. Et après, il y a des hypothèses plus de l'ordre de la physique, parce qu'on a généré des particules. Donc il y avait un temps de vie en fait. Donc, pour cela, ce n'est pas tellement dérangeant parce qu'on fait en fonction du temps de vie. Donc du coup, ça s'annule en quelque sorte. On a fait des hypothèses sur la quantité de mouvement des particules, sur la masse, sur énormément de choses. Et après, on a mesuré chaque fois l'impact de ces hypothèses et on a fait des estimations sur ces hypothèses, à quel pourcentage on peut se tromper, assez conservatives. On a injecté ça dans la simulation, on a regardé les changements provoqués et c'est en fait ce qui est contenu dans les incertitudes que vous avez vues tout à la fin, où c'est écrit XIST. Donc les incertitudes systématiques contiennent des variations de toutes les hypothèses qu'on a bien pu faire. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites. Merci. Il y avait une question là, oui. Alors, moi j'avais une question. Alors bon, là c'était un travail de recherche, mais selon toi, je ne sais pas, peut-être dans 10 ou 15 ans, quelles sont les applications concrètes en fait, de ce travail? Parce qu'il y en a, j'imagine. Ouais, non en fait, ça c'est une question en fait qui est excellente parce que je voulais en parler et j'ai un peu zappé cette partie. C'est vrai que à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Donc, de façon, disons, immédiate, ce à quoi servent les nombres qu'on a mis ici, c'est pas seulement pour être dans les tables, mais en fait, c'est des nombres qui sont extrêmement utiles pour la compréhension de la chromodynamique quantique. Donc c'est une théorie qui contient plusieurs modèles qui prédisent ces valeurs-là. En fait, en mesurant précisément, on peut contraindre les modèles et augmenter la compréhension de tout ce qui est propre, disons, à l'interaction forte déjà. Et en fait, ça donne une meilleure compréhension de la matière et de l'énergie, on va dire, dans le sens large. Et du coup, ça peut mener à des applications qui sont pour l'instant imprévisibles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer
Enfin, si vous repensez par exemple à la découverte de l'électron, admettons, peu de gens à l'époque auraient pensé qu'on allait avoir un iPhone avec les applications et Angry Birds et je sais pas quoi. Donc du coup, j'espère qu'ils n'ont pas pensé ça. Et du coup, c'est à peu près du même ordre, donc on est vraiment de la science de base. Après, il y a des applications qui viennent en fait des techniques de recherche qu'on développe, qui sont, je dirais, tout aussi bénéfiques. On a, dans le cadre des accélérateurs, on a des accélérateurs qui permettent après de faire des accélérateurs un petit peu différents pour traiter des tumeurs, des cancers. Aussi pour la bioimagerie médicale, on a beaucoup de détecteurs qui permettent après de faire des images du corps humain ou animal ou n'importe quel de façon très précise. Après, on a des retombées inattendues, par exemple le web qui était qu'on a bien cité, surtout que notre bureau de l'EPFL au CERN, il est à 10 mètres de la plaquette qui dit ici a été découvert, enfin non, pas découvert, inventé le web, etc. Donc il y a ce genre d'application. Ouais. Et après aussi au niveau des matériaux, par exemple le tube dans lequel, après de l'expérience dans lequel on amène les protons pour la collision, il est fait dans un matériau qui doit être, disons, très peu dense, mais quand même pas changer ses propriétés quand il irradie, etc. Et toutes ces choses-là ont des applications industrielles aussi. Ouais. Après aussi, on a la technique du vide qu'on utilise tout le long de l'accélérateur qui a été, il y a une année ou deux, utilisée pour augmenter l'efficacité des cellules photovoltaïques en créant une petite couche de vide. Il y a énormément d'applications qui viennent, et puis aussi tout ce qui est informatique, traitement de données, qui viennent simplement au fait qu'on a besoin de nouvelles techniques et puis qu'on les crée pour nos propres besoins et qu'après ils sont disponibles pour d'autres choses. Mais c'est vrai que mesurer la masse du baryon B, si on avait pu, en un claquement de doigts, savoir la valeur exacte de cette masse, on aurait pu la donner aux théoriciens, ils auraient pu adapter leur modèle, mieux comprendre, mais il n'y aurait pas eu un changement immédiat dans le quotidien d'un être humain sur Terre. Autre question? Oui? Ouais, j'ai une question qui est peut-être d'ordre technique autant que physique, rapport au nuage que tu mets dans le collisionneur. Voilà. Comment est-ce que tu t'assures que les particules que tu mets elles sont pures, que ton nuage, comment est-ce que tu assures le contenu de ton nuage? Ouais, alors il y a plusieurs types de détection, mais vu qu'il est chargé déjà, ça nous facilite énormément la chose. De toute façon, sans être chargé, on ne peut pas l'accélérer. Et vu qu'il est chargé, on peut mettre des détecteurs qui voient passer le courant, par exemple, parce que c'est une particule chargée qui est en mouvement, elle a un champ électromagnétique, etc. Et donc en fait, avec ça, sans toucher, on peut cartographier le faisceau en temps réel. Ouais. Enfin, ça c'est vraiment très très simple comme réponse, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails non plus. Mais on peut effectivement, par la radiation émise aussi, etc., voir où il y a quoi, sans le toucher, sans perdre les protons. Ce qui est marrant, c'est que des fois, il y en a qui sortent, qui se baladent, d'un coup, il y a un proton d'un nuage qui va dans le suivant ou dans celui de 4 après. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces nuages, il y en a à peu près 4000 le long de l'anneau. On arrive quand même à en prendre un, si on veut, celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là, alors qu'ils sont très denses. Enfin, ils sont très denses, je veux dire, ils font 11 000 fois le tour par seconde, c'est 27 km, et 4000, donc je veux dire, on voit juste passer, si on regardait à l'altitude, aucune chance derrière nous, on arrive à en prendre un, à le faire collisionner avec un autre, et après à le mettre en temps réel, plus ou moins, ça c'est impressionnant. Alors, ici et ensuite. Ça va peut-être paraître physicien standard, une question un peu bizarre, pas très évoluée, mais tu parles beaucoup d'énergie. Et en fait, finalement, qu'est-ce que c'est l'énergie? Parce que je vois bien ce que c'est une masse, mais quand tu parles d'énergie, finalement, quoi? Effectivement, c'est une très 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 bonne question. L'énergie, on ne peut pas vraiment la prendre, toucher comme ça, mais elle est présente. Elle est beaucoup présente sous forme de vitesse. Par exemple, s'il fait plus chaud dans une pièce, parce qu'en fait les atomes, les molécules du gaz qui sont dans cette pièce, elles sont plus agitées. Donc en fait, cette énergie est présente sous forme de vitesse.
C'est-à-dire que aussi une voiture, si elle va vite, elle a une certaine énergie, si elle arrête, elle n'a pas cette énergie de vitesse, énergie cinétique. Après, il y a les autres énergies potentielles, etc. On peut aussi on peut faire abstraction du microscopique, aller plus dans le macroscopique, et puis regarder juste la température. Par exemple, dans un litre d'eau à 50 degrés, il y a plus d'énergie que dans un litre d'eau à 0 degré, et puis du coup, on peut avoir une échelle comme ça d'énergie. Ouais. Et après, il y a l'énergie aussi, par exemple, sous forme de lumière, donc qui n'est pas massique, et puis qui se déplace comme ça. Effectivement, un laser, par exemple, c'est la lumière qui est on va dire, très condensée. Même si on fait de la découpe au laser, on voit qu'il y a une grande énergie qui est là, qui permet de séparer les atomes qui tiennent ensemble la plaque de métal. Donc on dépose de l'énergie. Du coup, l'énergie, elle est aussi, on peut l'avoir sous forme de photons, donc de lumière, d'ondes électromagnétiques, suivant le. Mais effectivement, le concept d'énergie, pour comprendre, c'est très difficile. Surtout si on va dans le microscopique, on n'a pas une façon intuitive. Après, c'est eux une équation, ou bien on dit, voilà, c'est sous cette forme-là, mais contrairement à la masse, où on a une conception très intuitive, pour l'énergie, c'est plus délicat. Ouais. Effectivement, il faut faire avec ce qu'on a. Il y avait une question ici, pour faire que le faisceau il suive la course de l'anneau. Très très bonne question. C'est aussi des électroaimants? Voilà, exactement. En fait, ça c'est, on voit un accélérateur de particules qui fait 27 km de long, et en réalité l'accélération ne se passe que sur quelques mètres. Et le reste de l'accélérateur, c'est pour garder les particules dans une orbite circulaire. Donc en fait, vu qu'il passe 11 000 fois chaque seconde dans ton tour, si on accélère que sur quelques mètres, ils vont passer de toute façon 11 000 fois chaque seconde. Donc au bout d'un moment, ils se prennent à accélérer. Et en réalité, après 20 minutes, c'est bon. Donc en fait, on n'a pas besoin d'accélérer tout du long. Et tout le reste de l'anneau, c'est des éléments, c'est avant tout les éléments qui sont des dipôles, donc des électroaimants, qui consomment beaucoup d'énergie normalement. Mais on utilise une astuce qui est la supraconductivité. Donc on refroidit le tout, si bien qu'on peut faire passer un énorme courant là-dedans et faire un champ électrique, et il n'y a pas de magnétique. Un champ magnétique, pardon, sinon ça serait vraiment embêtant. Un champ magnétique sans qu'il y ait de grande dissipation de chaleur. Mais en fait, oui, c'est des électroaimants. Tout du long, c'est presque des électroaimants qui sont là pour faire un champ magnétique vertical, rediriger les particules vers l'intérieur des 27 km de l'univers. C'est pour ça, comme je disais avant, donc si on imagine qu'on est dans ce TGV à pleine vitesse, ou ce porte-avions à pleine vitesse, tout du long, il faut donner un coup de volant pour qu'on reste dans le cercle. C'est vraiment Et en fait, c'est ce qui se passe sur ces 27 km. La plus grande partie, c'est le coup de volant vers l'intérieur du cercle. Après, il y a quelques éléments pour focaliser, pour de temps en temps, les protons, vu qu'ils sont déjà tous chargés plus, ils vont se repousser, ils ne vont pas rester en nuage. Il y a des éléments pour les remettre ensemble, supprimer quelques autres modes, on va dire, vibrations si on veut bien, mais après, le reste, c'est vraiment pour qu'on reste dans le cercle. Quand on en... Tiens, encore une? Ouais, vas-y. Si donc l'atome il est composé d'électrons, neutrons et protons, mais c'est quoi qui compose l'espace entre le noyau et les électrons? Ouais, ça c'est une très bonne question, et en fait la réponse c'est vide. En fait, donc ça c'est vide. Tout est vide. Théoriquement, je pourrais passer même 1000 fois à travers cette table au niveau de la place. La seule raison pourquoi je passe pas avec ma main à travers cette table, c'est parce que les électrons qui sont au bout de ma main, là, dans les atomes au bout de ma main, ils repoussent ceux de la table par un champ électrique. Mais la place, il y en a. Et en fait, chaque seconde, en ce moment, toi et n'importe quelle personne dans cette salle est traversée par à peu près 2000 neutrinos qui passent à travers nous sans les remarquer. Et puis en fait, ils passent même à travers la Terre. Diamétralement, ils passent à travers la Terre avec une probabilité de 99,99% de chance de rien remarquer du tout. Parce que la matière, c'est presque du vide. La seule raison pourquoi ça tient ensemble, c'est à cause des champs électriques, mais qui ne sont pas composés de matière proprement dite, si on veut bien. Donc en fait, le noyau d'électron, de l'atome, c'est un petit point qui est 1000 fois plus petit que
l'électron, on a regardé, on a essayé de mesurer le diamètre de l'électron, et avec le plus grand zoom qu'on a réussi à faire, en guillemets, on a vu que c'était ponctuel. C'est-à-dire que même l'électron, si on regarde à 10 puissance moins 30 mètres, on voit toujours un point, quoi. Même l'électron, c'est un point plus petit que 10 puissance moins 30 mètres, donc c'est un point, donc, enfin vraiment un point au sens, pas pour l'instant, en tout cas au sens mathématique du terme. Et c'est ce qui fait que la matière tient ensemble. Ouais. Mais en réalité, c'est du vide. L'électron, en réalité, si on veut bien, c'est de l'énergie qui est condensée sur un point tellement petit qu'on arrive pour l'instant pas à voir son diamètre tellement petit. Enfin, on mesure l'effet parce qu'il est chargé et parce qu'il compose la matière, etc. Mais en réalité, dans cette table, on peut mettre 50 tables, même 1000 tables au niveau de la place. Et donc le vide qu'il y a dans l'atome, c'est le même vide qu'il y a dans l'espace? Ouais. C'est fou, hein? Quand on a de la matière, il n'y a plus de vide, on obtient des étoiles à neutrons, des trous noirs, des trucs comme ça. Oui, effectivement, si tu remplis vraiment tout, après ça fait une étoile à neutrons qui est espèce de noyau, et encore là, on n'est pas vraiment sûr mais qui est une espèce de noyau atomique de la forme d'une étoile, de la taille d'une étoile, et à un moment, cette étoile à neutrons, elle va devenir un trou noir. Donc en fait, avant même qu'on remplisse tout l'espace, avec la matière, l'espace-temps lui-même, il a une singularité, il se casse. Ok, encore une question là. On voit la question d'alignement de différentes couches, on a l'impression que la même particule est mesurée plusieurs fois. Si c'est bien une seule particule, comment ça se fait qu'elle ne soit pas altérée par les troisièmes mesures? Très bonne question aussi. Il y a des questions excellentes aujourd'hui, c'est incroyable. Elle est altérée, mais d'une quantité négligeable. Donc on parle ici de particules qui sont dans un régime relativiste, donc ils vont très vite, on va dire, proche de la vitesse de la lumière, et en fait, avec ces détections, on perturbe un petit peu la particule, mais ça représente de l'ordre de 10%, même pas de ça. Ouais. Effectivement, donc on perturbe un petit peu. Et après, ce qui se passe, c'est une fois qu'il a fait le trajectographe, l'aimant de trajectographe, on met des plaques de béton, d'acier et de plomb, et là on interagit fortement, on le stoppe, on regarde l'énergie déposée, et puis après on a encore une mesure supplémentaire. Et puis après, ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on sait qu'il a perdu en moyenne tant d'énergie en faisant ces trucs, et on corrige pour ça. Et après, on a l'incertitude, parce qu'on a fait une hypothèse qu'en moyenne il a perdu du temps, et après, cette incertitude, on peut l'assigner sur la quantité de mouvement de la particule mesurée. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que les gens qui ont fait le design de l'expérience se sont bien cassés la tête pour faire des stations de trajectographie aussi minces que possible avec le détecteur idéal. Dans ce cas-là, c'est un détecteur qui aurait quasiment pas de matière, justement, pour perturber le moins possible. Exactement, Oui. Désolé, hein. Est-ce que les stations de mesure et de trajectographie sont altérées par la mesure? Ah, ça aussi, effectivement. Donc, on a conçu les stations de façon à ce que ça vit la durée de vie de l'expérience, mais vu qu'elles sont irradiées de façon assez violente, ils ont ce qu'on appelle l'aging, donc elles vieillissent. Elles ont un vieillissement dû à la radiation ambiante qui est contrôlée. Mais j'entends par rapport à l'endroit où il y a les impacts. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. Donc ça altère un petit peu. On a quand même un détecteur qui est en termes de nombre d'atomes assez large pour qu'on puisse tourner pendant peut-être 5-10 ans. Mais après, vraiment, on l'a bombardé et puis il est cuit. Ouais. C'est ça, il est cuit. Donc effectivement, si par exemple on perdait le faisceau de protons, puis qu'il reste logé dans un détecteur, il serait cuit aussi, il se met d'une traite. Donc là, c'est encore assez soft. Mais effectivement, donc on a fait au début de la conception, on s'est dit, bon, il va y avoir tant de radiation, tant d'impact, on va regarder, on a mis on en parle souvent, et ça nous fait assez rigoler, on parle de safety factor 2, donc on a mis un facteur de sécurité 2. Donc chaque fois qu'on fait un calcul, on fait x2, comme ça on est sûr, de façon assez arbitraire, mais c'est le safety factor 2, qu'on peut appliquer dans la vie courante des fois aussi. et après, on a dit, ben voilà, on pense qu'il va agir de cette façon-là, il va vieillir, et puis à la fin, une fois qu'on aura pris toutes les données, il sera détruit. Ouais.
Et il est détruit à petit feu. Mais disons beaucoup moins qu'un être humain. Si on passe un être humain sur cet environnement, après quelques jours, même quelques heures, il serait cuit. Et donc c'est quoi la matière qui compose Silicium. Ouais, c'est des couches de silicium. On a fait des jonctions en fait, un peu comme des diodes, de silicium dopé. Je vous mets un peu à ouais, c'est bien. voilà. Il y aura peut-être encore d'autres questions qui vont sortir plus tard, j'imagine. J'ai eu peur à un moment donné que quelqu'un demande de quoi est fait le vide, puisqu'on a parlé du vide, mais heureusement la question n'est pas venue. Peut-être vous pouvez demander tout à l'heure à Raphaël. Merci. Le protocole maintenant exige que je vous fasse lecture du procès-verbal d'examen de thèse, qui a été rédigé en anglais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui savent et qui comprennent l'anglais. Donc c'est quelque chose qui a été écrit par le jury à l'issue de l'examen qui a eu lieu le 6 mars dernier, où il y a aussi eu des questions beaucoup plus peut-être beaucoup plus pointues, beaucoup plus techniques et beaucoup plus sur le sujet de la thèse. Alors voilà ce que le jury a écrit. The operation of the CERN Large Hadron Collider has brought a wealth of significant results as the one described in the thesis of Raphaël Merki using the LHCb detector. Raphaël Merki undertook the necessary task to align the LHCb detector. This complex procedure was achieved through the measurement in situ of tracks of the particles themselves. Not only an excellent alignment was achieved in this way, but other problems linked to the operation of the detector were analyzed and corrected. En fait, Raphaël vous a pas raconté que avec l'alignement et les mesures de masse, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une partie du détecteur qui avait bougé. Tout à l'heure, tu as dit qu'on les fixait pour qu'ils ne puissent pas bouger, mais ils ont quand même bougé parce que tout à coup, quelqu'un a changé la température du fluide de refroidissement d'un détecteur, et le détecteur a bougé puisqu'il était à une autre température, et ça a été en fait détecté en faisant l'alignement du détecteur. Je continue. Raphaël Merki then focused his efforts to the physics of heavy baryons. He was able to measure the mass of the lambda B, psi B, and omega B baryons with extremely high precision, a factor 2 or more over the previous measurements. In particular, he was able to confirm the value of the mass of the omega B obtained by the CDF collaboration. Ça, c'est ce dont tu nous as parlé, où tu as montré que avec ta mesure, tu as réussi à trancher entre deux expériences qui avaient obtenu des résultats incompatibles l'un avec l'autre. The lifetime measurement for these baryons is again amongst the best in the case of the lambda B, and the world's best for the psi B and omega B baryons. Again here the results required the full mastering of the systematic analysis of the various sources of possible bias. The jury unanimously recognized the high scientific quality and the originality of the thesis. The results have been published in prestigious reviews, presented in international conferences, or submitted for publication. The thesis manuscript is concise. C'est vrai que Raphaël a écrit une thèse pas trop épaisse, ce qui a arrangé tout le monde, and presents very adequately the experimental results. The jury recommends, therefore, that the thesis is accepted without reserve. Et ensuite, il y a encore une appréciation sur l'examen oral lui-même. Raphaël Merki gave a very clear presentation of his thesis work. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, tu étais très pédagogique dans ta présentation, c'est mon avis personnel.
where he outlined the results and their impacts for the high-energy physics community, such as what the excellent alignment of LHCb has allowed the high-precision measurements of mass and lifetimes of a heavy barrier. The jury then asked numerous detailed questions. To all of them, Raphael Merki gave clear and convincing answers, which fully satisfied the jury and confirmed that he completely mastered his subject. Voilà, Raphaël, avant de te donner ton diplôme, j'aimerais encore te livrer ici maintenant mon appréciation personnelle, qui n'est donc pas celle du jury. Je suis vraiment très content, et je pense que tu peux aussi être très fier de ton travail de thèse. Tu as développé, je pense, toutes les aptitudes qu'on attend d'un chercheur en physique des particules. Malgré ton apparence, et là je dis bien apparence, malgré ton apparence qui est teintée d'un peu de désinvolture, j'ai pu réaliser que tu es une personne qui est quand même extrêmement bien structurée et bien organisée et capable de se focaliser sur les problèmes à résoudre et à travailler de façon vraiment efficace et productive. Et là, j'en veux pour preuve que ce matin même, à 11h30, Raphaël a terminé la rédaction de l'article qui présentera le résultat sur les temps de vie. Et je ne sais plus qui c'est qui a dit, si c'était même toi, que cette journée du 2 mai, pour toi, est vraiment une journée productive, puisque c'est Ronan, puisque tu as terminé ton article et que tu fais... Il faut dire qu'on a commencé à 9h, on a fait 2h30 de discussion intense ce matin. Finalement, et ça je pense c'est aussi un point assez, disons, saillant de ton caractère, c'est que tu as une nature positive et optimiste, et puis qui, allié au fait que tu as une excellente maîtrise des outils informatiques, a toujours donné à moi et probablement à d'autres collègues en permanence une impression de facilité. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que tu as été un doctorant facile et également agréable, et j'aimerais vraiment te remercier pour ça. Voilà. Docteur Raphaël Merki, voilà ton diplôme, le beau diplôme rouge de l'État. Dépassé un petit peu ce que j'avais prévu de 2-3 minutes. Donc ouais, je vous propose maintenant de passer à une deuxième partie de la défense qui est l'apéritif, pendant laquelle vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions, même sur la nature du vide qui remplit l'espace entre les atomes.